Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Voici le sommaire. Ils font la lumière sur les lois votées à la dernière session 2024. Les députés du groupe parlementaire UPR étaient face à la presse. Les parlementaires se félicitent d'avoir contribué au mieux-être des populations. Comment obtenir une plume professionnelle au service de la lutte antiterroriste? Les forces de défense et de sécurité échangent avec les journalistes. Une causerie débat pour en finir avec l'intoxication. Nouvelle étape dans la lutte contre les inondations à Cotonou. Le programme d'assainissement pluvial livre ses fruits. Une partie des travaux vient d'être réceptionnée. Le Bénin abrite dans quelques mois un événement continental, le colloque juridique sur la reddition de comptes dans les armées. Il est organisé par les États-Unis d'Amérique en partenariat avec le Bénin. Aujourd'hui, une délégation de l'ambassade des États-Unis près le Bénin est allée présenter l'événement au président de la Cour constitutionnelle. Nos reporters Rodrigue Olababagbeto et Wenceslas Awaimo ont tendu le micro à la délégation au terme de l'audience. Nous avons eu l'opportunité d'échanger avec le président de la Cour constitutionnelle sur le colloque juridique que les États-Unis et le Bénin vont co-organiser en août prochain ici au Bénin. Et le thème principal du colloque se focalisera sur la reddition de comptes et la responsabilité du commandant d'opération, de son conseiller juridique et la responsabilité du soldat en tant qu'individu dans les unités. Donc nous allons inviter des représentants de 35 à 40 pays africains à venir participer à ce colloque ici au Bénin. Et nos trois objectifs stratégiques de ce colloque sont, d'une part, c'est de renforcer, de promouvoir la relation bilatérale entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique. Le deuxième objectif stratégique est de révéler le Bénin en tant que leader en matière de sécurité régionale et de respect de l'état de droit. Et troisièmement, notre objectif stratégique est de promouvoir le respect de l'état de droit aussi bien par les pays africains, mais de façon globale par tous les pays, montrer l'importance pour tous de respecter l'état de droit. Le président a manifesté son soutien et nous voudrions construire dans les démocraties des armées qui ont des soldats vers qui le peuple accourt et non que le peuple fuit. Poursuivons ce journal par une séance de reddition de comptes des députés du groupe parlementaire L'Union progressiste Le Renouveau était face à la presse ce matin. Au cœur des échanges, le point des lois votées au cours de l'année de la session de 2024, la toute dernière. Les conférenciers estiment avoir joué leur partition pour le renforcement du mieux-être des Béninois. Jules Akoykou, Gilles Dansou. C'est devenu une tradition au groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Rendre compte à la fin de chaque session ordinaire des lois votées et autres activités menées pour le bien-être des populations. D'entrée de jeu, une pensée spéciale est réservée aux braves militaires tombés au champ d'honneur le 8 janvier dernier. L'Assemblée nationale a voté 4 lois. La première loi, c'est la loi numéro 2024-33 portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2022. L'adoption de cette loi a permis l'arrêt définitif des recettes et des dépenses du budget de l'État, du montant définitif du résultat budgétaire et du montant définitif des ressources et des charges de trésorerie. L'adoption de cette loi a également permis l'approbation des écarts entre les réalisations et les prévisions, la ratification des ouvertures de crédit intervenues au cours de la gestion et la régularisation des dépassements de crédit constatés ainsi que l'annulation des crédits non consommés. La deuxième loi que nous avons votée, c'est la loi 2024-34 portant loi de finances pour la gestion 2025. À travers cette loi, la représentation nationale a doté le gouvernement d'un budget de 3 551,5 milliards pour poursuivre les actions de développement en cours
et permettre aux différentes institutions de la République de fonctionner. Il convient de préciser qu'aucun nouvel impôt n'a été créé dans cette loi. Troisième loi que nous avons votée au cours de cette session, c'est la loi 2025-01 portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Comme vous le savez, depuis 2016, le gouvernement de la République du Bénin a engagé un processus de réforme structurelle dans le secteur de la santé pour la disponibilité effective et efficiente, ainsi que pour l'amélioration des soins de santé aux populations sans discrimination. La quatrième loi votée, c'est la loi 2025-02, portant organisation de la concurrence en République du Bénin. Vu la politique d'investissement massif et les efforts du gouvernement à attirer les investissements étrangers, d'une part, vu l'évolution du contexte économique régional et international, d'autre part, il est avéré nécessaire d'adapter le cadre juridique de la concurrence au contexte actuel. Plusieurs autres décrets d'accord de prêts et de financement ont été votés. Cotonou franchit une nouvelle étape dans sa lutte contre les inondations. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT a procédé à la réception provisoire du lot 2 des travaux financés par la Banque européenne d'investissement. C'est dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, un projet phare du gouvernement qui vise à réduire les inondations chroniques dans la capitale économique. Voici avec Ulvaeus Balogun les images de la réception. C'est une avancée significative dans les efforts visant à réduire les inondations récurrentes dans la capitale économique. Les travaux réalisés dans le cadre du lot 2 du programme d'assainissement pluvial de Cotonou comprennent la réalisation de 3376 mètres linéaires de rues et de 6614 mètres linéaires de collecteurs. Des infrastructures pour garantir un drainage efficace des eaux pluviales. Essentiellement, ce qui a été réceptionné, c'est des travaux de construction de collecteurs, puisqu'on a parlé d'assainissement pluvial de Cotonou. Mais dans le même temps, on a réceptionné des travaux de réalisation de voiries pavées. Donc, il y a des chaussées pavées, des trottoirs, ainsi que des caniveaux latéraux. Il y a également l'éclairage que nous avons mis en place, l'éclairage solaire. Ça apporte de la sécurité là où nous avons travaillé. Au-delà de la gestion des eaux pluviales, ces aménagements contribuent à améliorer la mobilité urbaine. Depuis le carrefour Sobebra, en passant par Séné-Concorde jusqu'au nouveau pont, de part et d'autre, vous avez pu voir que des zones qui étaient jadis verdâtres, complètement inondées, aujourd'hui c'est vraiment tout heureux que nous les avons parcourus non seulement à pied sec, mais avec des niveaux d'aménagement très satisfaisants. La réception provisoire de ce lot 2 représente donc une étape cruciale vers une meilleure résilience de Cotonou face aux défis climatiques et environnementaux. Je pense que le PAPC a pris les dispositions idoines avec une répartition de responsabilités entre la mairie d'une part, la SGDS de l'autre et même le projet pour que les ouvrages que nous livrons aujourd'hui à l'utilisation publique, que ces ouvrages-là soient véritablement bien entretenus et conservés dans le temps. Un engagement renouvelé du gouvernement et de ses partenaires à œuvrer pour le bien-être des populations et le développement durable de Cotonou. Un bilan dans ce journal, celui de la décentralisation. Sa mise en œuvre a-t-elle réellement propulsé les communes sur la voie du développement? Quels sont les acquis de la décentralisation depuis 2016? Essai de réponse avec Génia Lafouda, Mossi Abouka. Depuis 2016, la décentralisation est au cœur des réformes institutionnelles au Bénin. Les nombreuses manœuvres du gouvernement de la rupture donnent un nouvel essor au secteur avec des impacts palpables. Nous allons d'abord commencer par la fixation des 12 chefs-lieux de département du Bénin. Et ceci a été fait depuis le 7 juillet 2016.
pour combler les insuffisances dans l'administration de notre territoire et mieux assurer l'encadrement de sa gestion. Comme vous le savez, les gouvernements successifs n'ont pas pu franchir le cap de désigner ces 12 chefs-lieux de département, soit par calcul politique ou par marchandage politique. Toujours est-il que le chef de l'État, M. Patrice Talon, dès sa prise de pouvoir, a pris la mesure de la situation et a fixé ces 12 chefs-lieux de département. Et dans la foulée, évidemment, il a procédé à la nomination de 12 préfets de département, ceci également dès le 16 juillet 2016, pour prendre en charge cette nouvelle dynamique dans l'administration du territoire. Vous n'êtes pas sans savoir que l'administration territoriale est restée dans le délabrement et dans le dénuement dans nos départements. Et en procédant à cela, le chef de l'État va doter chaque préfecture, disons, de bureaux potables, de résidences pour les préfets, de résidences pour les secrétaires généraux des départements et de bureaux adéquats pour les directions départementales. Avec un développement local qui reprend vie et une réponse plus efficace et plus efficiente aux besoins des populations, le secteur de la décentralisation affiche un nouveau visage. Je vais parler de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation comme principale réalisation dans le secteur de la décentralisation. Comme vous savez, cette réforme a consacré la séparation des fonctions politiques de celles administratives et techniques, a procédé à la redistribution des rôles, dans nos communes et à l'amélioration des conditions de travail des élus et des cadres pour plus d'efficacité en vue d'un réel développement à la base. Je parlerai de l'adoption de la nouvelle politique de décentralisation et de déconcentration, la PONADEC, qui s'étendra de 2024 à 2033 pour pouvoir redynamiser notre manière de procéder à la décentralisation dans notre pays. Après cela, il faut parler de l'augmentation des salaires et de la revalorisation de la grille salariale au niveau des agents des collectivités territoriales. Donc, depuis le 7 décembre 2022, c'est devenu une réalité. Et ce ne sont là que quelques réalisations parmi tant d'autres. Des réalisations qui permettent aujourd'hui de dynamiser l'économie locale afin de créer dans les communes des conditions de vie plus agréables aux populations. Aujourd'hui, 24 janvier, c'est la Journée internationale de l'éducation. Cette année, elle est célébrée sous le thème « L'IA et l'éducation, préserver l'autonomie dans un monde automatisé ». Rien de surprenant si l'on sait que l'intelligence artificielle est en train de changer le monde de façon radicale. En quelques années, elle est passée de l'ombre à la lumière, de la fiction à la réalité. Aujourd'hui, elle est partout et aucun secteur n'y échappe. Rachidat Biomoma nous éclaire sur l'intérêt d'une telle thématique. C'est une invite de l'UNESCO à œuvrer à travers l'éducation à une symbiose durable entre l'action humaine et celle technologique. L'intelligence artificielle se positionnant aujourd'hui comme un acteur clé dans l'éducation, promettant une transformation éducative significative. Son impact sur l'éducation peut être aperçu sous 3 angles. Impact sur l'enseignant. L'intelligence artificielle assure le développement de plusieurs technologies qui sont susceptibles de remplacer des tâches prévisibles et répétitives des professeurs. Il s'agit par exemple d'automatiser certaines tâches avec peu de valeur ajoutée, comme les corrections d'examen qui consomment beaucoup de temps aux enseignants. Néanmoins, le travail de l'enseignant dépasse largement le spectre des tâches automatisables. Au-delà d'un maître passeur de connaissances, l'enseignant du XXIe siècle est un accompagnateur des élèves et un créateur d'environnements d'apprentissage. Les élèves, eux, grâce à l'intelligence artificielle, peuvent apprendre ce qu'ils veulent, quand ils veulent et surtout au rythme qui leur convient. Sur le savoir, l'IA a aussi un impact. Celui-ci se situe à 2 niveaux. D'abord, la formation que les élèves devraient recevoir pour comprendre et utiliser l'IA. Ensuite, il y a le savoir que les humains devraient posséder pour vivre dans un monde où l'intelligence artificielle est appelée à devenir omniprésente dans un monde de plus en plus digitalisé. Il est donc important que les programmes d'enseignement s'y adaptent afin de répondre aux besoins d'expertise ou de développement de la pensée critique des élèves. Cependant, malgré ces avancées impressionnantes, il faut reconnaître que l'IA ne pourra jamais remplacer totalement les enseignants. Au lieu de voir l'IA comme une menace,
Il faut la considérer comme une alliée puissante et s'y préparer. L'avenir de l'éducation est probablement une collaboration étroite entre les enseignants et les technologies de l'IA, en accentuant donc la réflexion sur les enjeux liés à l'intelligence artificielle. La communauté internationale appelle les États membres de l'UNESCO à investir dans la formation des enseignants et des élèves pour un usage réfléchi de cette technologie dans l'éducation. Les forces de sécurité, des forces de défense et de sécurité face aux professionnels des médias ce matin, elles ont organisé une causerie débat pour amener les journalistes à mieux cerner les contours de la lutte antiterroriste, ce qui leur permettra de livrer et de ne livrer que des informations fiables sur le sujet. Alain Sochoumé, Ernest Tétégou ont pris part aux échanges. Comment informer efficacement le public dans un contexte de lutte contre le terrorisme? La question était au cœur de cette causerie débat entre professionnels du monde des médias et la Grande Muette. Des journalistes ont été édifiés sur leurs responsabilités dans le traitement de l'information par ces temps où sévit la violence djihadiste. Quand vous êtes journaliste, vous êtes béninois, vous savez que le militaire ou le policier qui est en train de défendre le territoire du Bénin défend aussi les journalistes que nous sommes. À partir de ce moment, puisque nous étions ensemble avec eux depuis toujours, on doit continuer à le faire. Si nous avons la possibilité d'être avec eux ou communiquer ensemble, il va falloir qu'on fasse l'effort de savoir ce que nous avons à faire ensemble pour que cela soit positif pour nous tous. Il faudrait expliquer à nos populations qu'autant l'éleveur a besoin de ses bêtes, autant l'agriculteur a besoin de son champ. Et que c'est dans une collaboration que les uns et les autres peuvent vivre ensemble. Si nous devons réussir dans la prévention de ce fléau qui ne fait que commencer chez nous, la presse a une énorme responsabilité dans la prévention. Déjà dans nos médias traditionnels, ensuite dans les médias sociaux. À une période où le pays est aux prises avec des individus sans foi ni loi et qui sèment la terreur à tout vent, le soutien de tout le peuple, uni derrière les forces de défense et de sécurité, reste un élément capital pour la victoire. L'actualité des professionnels des médias, c'est aussi le soutien de l'UPMB aux orphelins des consoeurs et confrères décédés en 2024. L'Union nationale des professionnels des médias du Bénin leur a fait don de produits vivriers. La remise symbolique des dons a eu lieu ce matin à la Maison des médias de Cotonou. William Aguiar, Bénédicte Possou. C'est un regard d'amour envers les orphelins de la quarantaine de professionnels des médias décédés au cours de l'année 2024. Un geste d'amitié et de solidarité qui témoigne de la proximité de l'Union nationale des professionnels des médias du Bénin UPMB avec les familles des confrères disparus. Nous sommes réunis pour poser un acte de solidarité. Ce geste, si modeste soit-il, traduit notre engagement à ne pas abandonner les familles de nos collègues disparus. Derrière chaque disparition, ce sont des vies brisées, des familles endeuillées, des rêves inachevés. Ces départs nous rappellent la dure réalité de notre profession. Nous vivons chaque jour pour informer, sensibiliser, éclairer la population, souvent au prix de sacrifices personnels, parfois au prix de notre santé. Des packs de vivres pour l'ensemble des familles, un geste symbolique rendu possible grâce à l'ONG des Red 8. Occasion pour la présidente de l'UPMB de plaider au nom de ses confrères pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias du Bénin. Révélation art contemporain du Bénin, c'est une exposition organisée à la Conciergerie de Paris du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025. Ariane Da Silva nous apprend qu'elle a accueilli des milliers de visiteurs. Voici les chiffres. 173 000 visiteurs à la Conciergerie de Paris pour admirer l'art contemporain du Bénin.
Des œuvres inédites de 42 artistes ont permis de mettre en lumière la vitalité et la diversité de la création contemporaine du Bénin. Le travail de ces artistes combine peinture, sculpture, dessin, photos, vidéos, installations et stylisme. En moyenne par semaine, 13 307 visiteurs défilent à la Conciergerie de Paris. Ce lieu qui plonge le visiteur dans l'histoire de France, le Moyen-Âge et la Révolution. L'exposition Révélation Art contemporain du Bénin, c'est aussi 300 spectateurs au concert d'Angélique Kidjo à la Sainte-Chapelle, 200 spectateurs au concert de Mina Agossi à la Conciergerie, 3000 livrets-jeux Expo distribués au jeune public, 1067 participants aux nombreuses visites spécifiques et projets autour de l'exposition, visites scolaires, champ social, visites conférences et 355 visiteurs en famille accueillis lors des manifestations spécialement conçues pour eux pendant les vacances scolaires. Organisées par le Centre des Monuments Nationaux en partenariat avec l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC pour le compte du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, cette exposition a été une vitrine pour apprécier la créativité béninoise. À travers l'option de l'itinérance, le gouvernement s'engage à positionner l'art contemporain du Bénin comme un levier diplomatique et culturel. Culture encore, 24 janvier, c'est la date où la communauté internationale célèbre la culture africaine et afro-descendante. L'édition 2025 est placée sous le thème « Préserver et promouvoir les héritages ancestraux ». Un élan de fraternité. Quel est l'intérêt d'une telle célébration? Arnaud Adadja a mené pour vous quelques recherches sur la question. S'inspirant de ce septuagénaire, aujourd'hui originaire de Ouida, descendant de José Domingos Martins, brésilien lui-même descendant de Domingos Martins, l'un des 14 conspirateurs pendant la révolution qui a conduit le Brésil à l'indépendance, on parlera, comme vous pouvez en juger vous-même, de panégyrique clanique. C'est bien cela ce qu'on appelle culture. Du Brésil, nous on fait le Bourignan. Notre aïeul est venu au Dahomey. Il a rencontré le roi Guézo le 26 décembre 1819. C'est en ce moment-là, on lui faisait le haie et les nattes dansaient au beau milieu. Et lui aussi, il dansait le zinli. Donc avec le brassage qu'il a connu sur la côte du Golfe, telle que le Nigeria et la côte du Dahomey, il y a eu le Tchango. Nous sommes venus du Nigeria, Ikoyi. Bon, quand nos grands-pères sont venus à Ouida, ils sont tombés dans la main de Souza. En ce temps-là, quand ils tombent dans la main de Aboudala, ils vont te donner leur nom. C'est pour ça qu'ils nous ont donné Sacramento, Sacramento. Culture, héritage qui se manifeste par la musique, les comportements, le théâtre, la littérature. De quoi retourne la culture africaine et afrodescendante. Lorsqu'on rejette ce que nos ancêtres nous ont laissé et on va vers d'autres croyances, alors c'est un affront aux ancêtres qu'ils ont sacrifié beaucoup pour qu'on soit où nous sommes. Pourquoi ne pas parler simplement de l'histoire négro-africaine, une histoire glorieuse, riche, qui a influencé les sciences, les mathématiques, et que beaucoup d'intellectuels africains ne connaissent malheureusement pas. Afrique, cette terre aux multiples races, multilingue, aux cultures multiples. La connaissance de cette histoire fait de nous de nouveaux Africains. Sans complexe, aux États-Unis, on dit brainwash. À ce continent sont arrachés des millions d'enfants à leur corps défendant vers la terre de Amerigo Vespucci. Nous sommes sur notre 7e voyage du Bénin. C'est un pèlerinage ancestral qu'on fait pour retracer les pas de nos ancêtres. C'est un moyen pour nous de faire face à notre vérité. Même en Amérique, les habitudes sont restées les mêmes malgré le choc des civilisations. Il est temps qu'on cherche à se reconnaître, à se découvrir et qu'on s'accepte. C'est cela qui fait que depuis les manifestations culturelles de Vonu Deis, nous avons mis un comité sur place
Ce comité est composé non seulement de nationalités béninoises, mais des nationalités africaines et de la diaspora noire. D'où le terme afro, terme admis dans le sens de la fierté de l'Africain de préserver les valeurs de ses ancêtres en dehors de ses terres. Qu'est-ce qu'il me reste de mon pays qui va être le mien, qui va faire partie de mon identité, de mon ADN jusqu'à la fin de mes jours. Et une fois que tu as trouvé ça, tu traces ton chemin et tu y vas, quoi. Aujourd'hui, 24 janvier, la communauté internationale célèbre aussi la Journée internationale du sport féminin. Le but est d'encourager la pratique du sport par les femmes. C'est aussi de renforcer leur présence dans les instances sportives. C'est également de renforcer la médiatisation du sport féminin. Autant d'objectifs que vise le projet Sport au féminin mis en œuvre au Bénin depuis 2022. Ghislaine Adimi nous présente ici les avantages du projet. Les champions ont maintenu leur place. La prise de conscience collective sur la nécessité d'encourager une plus grande participation des femmes dans le monde du sport fait naître le projet Sport au féminin au Bénin. Il est le fruit d'une collaboration entre l'ambassade de France au Bénin à travers l'Agence française de développement et les fédérations sportives nationales. Des organisations de la société civile béninoise sont par ailleurs soutenues par ce projet dans l'organisation d'événements sportifs. Avec le programme de promotion de l'ensemble des disciplines sportives lancé par le gouvernement en 2016 et le projet Sport au féminin, on note désormais un engouement considérable à la pratique du sport par les filles et un intérêt certain du public aux diverses rencontres sportives féminines avec un accompagnement plus qu'évident des médias. La jeune féminine constitue un maillon très important pour toutes les disciplines. J'espère que d'ici 5 ans, 10 ans, nous pourrions voir les femmes béninoises défendre les couleurs nationales à l'échiquier international. Le projet Sport au féminin, il faut le souligner, vise principalement à inciter à la participation des femmes à différentes disciplines sportives, tout en brisant les barrières historiques et sociologiques qui ont jusqu'à présent limité leur engagement. Créer d'opportunités pour les femmes de tous âges et de tout profil avec la mise en place de formations, de tournois et de programmes spécifiques destinés à les motiver à participer plus activement à différentes disciplines sportives, promouvoir le sport auprès des filles et des femmes en reconnaissant l'importance du sport non seulement pour la santé physique, mais aussi pour le développement personnel et l'autonomisation. Dans sa mise en œuvre depuis 2022, le projet a pris diverses formes, allant de la formation de coachs et arbitres féminins à l'organisation de compétitions sportives. Un nombre considérable de femmes sont ainsi formées dans des rôles clés, ce qui favorise leur implication dans le sport à différents niveaux en tant qu'athlètes, entraîneurs, arbitres ou même administrateurs. Le projet Sport au féminin en somme s'efforce de créer un environnement sportif plus inclusif et équilibré au Bénin, en donnant aux femmes les moyens de s'engager pleinement dans le sport. Interactualité, retrouvons Patrick Diossou pour les infos du monde en bref. En Côte d'Ivoire, en cette première quinzaine du mois de janvier 2025, plus d'un tiers des 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium transportées par un navire accosté au port d'Abidjan sont destinées à une société minière, annonce le directeur général du port, après quelques jours de précautions portées à cette matière dangereuse. En 2024, 46 375 tonnes de nitrate d'ammonium ont été manipulées à Abidjan. Du port d'Abidjan, naviguons vers le nord d'Abuja, où des habitants de Diko observent les dégâts causés par l'explosion d'un camion-citerne dans le centre du Nigeria, provoquant la mort de plus de 80 personnes. Le bilan est maintenant évalué à plus de 90 morts. D'Abidjan à Abuja, on bouge maintenant du Nigeria vers le Libéria, où le corps de Prince Johnson est transporté à l'Assemblée nationale. Oui, le chef de guerre libérien, devenu homme politique, a été exposé à l'Assemblée législative nationale après son départ de la maison funéraire. Décédé le 28 novembre 2024,
le chef du Front patriotique national indépendant du Libéria, a joué un rôle clé dans les 2 guerres civiles qui ont ensanglanté le Libéria entre 1989 et 2003. De Monrovia, où Prince Johnson est inhumé, prenons le vol pour Rome, en Italie, et atterrissons à l'aéroport qui inaugure une centrale solaire de 55 000 panneaux voltaïques. Une longue rangée de ces panneaux, de près de 2,5 km, a été installée le long de l'une des pistes de l'aéroport principal de Rome, Fiumicino. Le parc solaire aura une grande capacité et permettra à l'aéroport de produire environ plus de 30 millions de kilowatts d'électricité par an. De l'aéroport de Rome à Rio de Janeiro, au Brésil, faisons le tour pour parler d'une maison devenue attraction après une nomination aux Oscars. Oui, après le film brésilien « Je suis toujours là », promu aux Oscars, des touristes affluent pour voir la maison où il a été tourné. Située sur l'emblématique mont du pain de sucre, tiré de l'histoire vraie de Rubens Paiva, ex-député de gauche disparu sous la dictature militaire, le film raconte le combat de Denis Paiva pour connaître la vérité sur le sort de son mari. Un film à voir de Rio à Rome et de Rome à Monrovia, de Monrovia à Libéria, au Nigeria à Abuja et d'Abuja à Abidjan. C'est la fin du journal. Merci de nous renouveler votre fidélité.